servant une table, la serveuse est restée figée en voyant la bague au doigt du millionnaire. C'était la même que sa mère portait avant de disparaître il y a 30 ans. La lumière tamisée du Café des Lumières baignait la salle dans une atmosphère chaleureuse en ce soir d'automne lyonnais. Marion Chevalier, 30 ans, nouait son tablier noir avec l'aisance que confèrent des années de service. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon désordonné, quelques mèches rebelles encadrant son visage aux traits fins, marqué par une détermination tranquille. « Marion, tu prends la table 8 ce soir », lança Gérard, le patron, en lui tendant les menus. « C'est Monsieur Roussel, un client important, tu comprends. » Marion acquiesça, retenant un soupir. Les clients importants signifiaient souvent des hommes d'affaires imbus d'eux-mêmes. Généreux en pourboire mais avares en respect, Lyon regorgeait de ces puissants qui faisaient tourner l'économie de la ville, construisant des empires pendant que d'autres, comme elle, construisaient leur vie jour après jour, service après service. « C'est qui exactement ce Roussel ?» demanda-t-elle à Sophie, sa collègue et amie d'enfance, tout en arrangeant les couverts d'argent sur la nappe immaculée. « Tu plaisantes, Fernand Roussel, le roi du BTP lyonnais, la moitié des nouveaux immeubles du quartier de la Confluence? C'est lui, un type qui ne sort presque jamais d'ailleurs. Paraît qu'il est un peu spécial. » Marion haussa les épaules. Les riches et leurs excentricités, elle avait d'autres préoccupations. Son loyer qui augmentait, les médicaments de sa grand-mère Mathilde, qu'il avait élevée seule dans leur petit appartement du quartier de la Guillotière après le mystérieux départ de sa mère, Hélène Chevalier, un fantôme dans sa vie, partie sans laisser de traces quand Marion n'avait que quelques mois, aucune lettre, aucun appel, juste un sourire figé sur des photos jaunies et les récits de sa grand-mère, qui parlait d'une femme douce mais secrète, qui portait toujours un étrange anneau d'émeraude. Son trésor, « Il est arrivé », murmura Sophie en faisant un signe de tête vers l'entrée. Fernand Roussel était grand, la soixantaine imposante, habillé d'un costume sur mesure qui semblait valoir plusieurs mois de salaire de Marion. Ses cheveux poivre et sel contrastaient avec la dureté de son regard. Un regard qui semblait traverser les gens plutôt que les voir. Il était accompagné d'un homme plus jeune, probablement son assistant, qui tirait nerveusement sur sa cravate. « Bonsoir messieurs, bienvenue au Café des Lumières », dit Marion en s'approchant avec un sourire professionnel. « Votre table est prête. » Roussel ne répondit pas. Se contentant d'un hochement de tête à peine perceptible, Marion les guida vers la table la plus isolée, celle réservée aux clients désireux de discrétion. Le service commença normalement, une bouteille de côte rôtie millésimée, les recommandations du chef murmurées avec déférence, les plats servis avec précision. Marion effectuait sa danse habituelle entre les tables, son esprit déjà ailleurs, dans le petit appartement où sa grand-mère l'attendait, peut-être déjà endormie devant la télévision. Ce fut au moment de servir le plat principal que tout bascula, alors qu'elle déposait l'assiette de magret de canard devant Roussel. Son regard fut attiré par un éclat vert à sa main droite, un anneau d'or serti d'une émeraude taillée en forme de goutte. Le monde sembla soudain se figer. Cet anneau, exactement comme sur les photos, exactement comme dans les descriptions de sa grand-mère. « Tout va bien, mademoiselle. » La voix de Roussel la ramena brutalement à la réalité. Marion réalisa qu'elle était restée immobile, la carafe d'eau en suspens au-dessus de la table. « Oui, pardonnez-moi », bredouilla-t-elle en remplissant son verre, ses doigts soudain maladroits. Elle s'empressa de reculer, son cœur battant à tout rompre. C'était impossible, une coïncidence. Il devait y avoir des milliers de bagues à émeraude dans le monde. Mais cette forme particulière, cette teinte si profonde, Marion passa le reste du service dans un état second, observant Roussel à la dérobée, ses gestes mesurés, presque mécaniques, la façon dont il tournait parfois l'anneau autour de son doigt, un geste inconscient, comme un tic, lorsqu'il demanda l'addition. Elle rassembla son courage. « C'est un très bel anneau que vous portez, monsieur. » Roussel leva les yeux, surpris par cette familiarité soudaine. Pendant une fraction de seconde, Marion crut voir une ombre passer sur son visage. Méfiance, inquiétude, un héritage de famille, répondit-il sèchement. Son ton coupant court à toute conversation. En partant, il laissa un pourboire généreux, comme prévu. Marion le ramassa mécaniquement, mais son regard était fixé sur la porte par laquelle Roussel venait de disparaître. Cette nuit-là, elle ne dormit pas, assise sur le rebord de sa fenêtre dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa grand-mère.
Elle observait les lumières de Lyon qui scintillaient sous un ciel d'encre. Les questions tourbillonnaient dans son esprit. Pourquoi cet homme portait-il l'anneau de sa mère? Que savait-il de sa disparition? Était-ce vraiment le même bijou? Ou son imagination lui jouait-elle des tours? Transformant une ressemblance en certitude par pur désespoir, à l'aube, sa décision était prise. Après 30 ans de silence et de questions sans réponse, l'univers venait de lui offrir un indice, une piste, un fil d'Ariane dans le labyrinthe de son passé. « Marion, tu es déjà debout ?» La voix fatiguée de sa grand-mère l'attira de ses pensées. Mathilde Chevalier, 75 ans, se tenait dans l'encadrement de la porte. Ses cheveux blancs ébouriffés par la nuit, son visage marqué par les années, mais toujours empreint de cette douceur qui avait été le pilier de l'enfance de Marion. « Mamie, est-ce que maman t'a déjà parlé d'un homme nommé Fernand Roussel ?» La vieille femme fronça les sourcils, cherchant dans sa mémoire. « Non, ce nom ne me dit rien, pourquoi ?» Marion hésita. Sa grand-mère avait le cœur fragile, les médecins avaient été clairs, éviter les émotions fortes. Pour rien, une simple curiosité. Mais dans son esprit, les rouages s'étaient déjà mis en marche. Si sa grand-mère ne connaissait pas Roussel, c'est que sa mère avait gardé cette relation secrète. Pourquoi? Qu'est-ce qui liait la modeste Hélène Chevalier à l'un des hommes les plus puissants de Lyon? Marion prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait autre chose que cette résignation qui avait accompagné l'absence de sa mère. Un sentiment nouveau, électrisant, l'espoir, et avec lui, la détermination féroce de découvrir ce qui était arrivé à Hélène Chevalier. Quoi qu'il en coûte, elle ne savait pas encore que cette quête allait l'entraîner dans les recoins les plus sombres de la haute société lyonnaise, ni qu'elle risquait d'y perdre bien plus que ses illusions. Le grenier de la petite maison des Chevaliers était un sanctuaire de poussière et de souvenirs. Marion y montait rarement, préférant laisser le passé dormir sous les combles plutôt que de raviver des blessures jamais cicatrisées. Mais ce matin-là, après une nuit blanche, elle s'était décidée. Elle poussa la trappe avec précaution. Le bois grinçant sous la pression, l'odeur caractéristique des lieux oubliés, l'enveloppa aussitôt. Un mélange de papier vieilli, de textiles moisis et de temps figé. La lumière filtrait à peine à travers la petite lucarne, dessinant des raies poussiéreux dans l'air immobile. « Ça va aller, ma chérie ?» demanda Mathilde depuis le bas de l'échelle, son visage plissé par l'inquiétude. « Oui, mamie, je veux juste regarder quelques photos. » C'était un demi-mensonge. Marion cherchait bien plus que des photos. Elle voulait des preuves, des indices, n'importe quoi qui pourrait la relier à cet homme et à cet anneau d'émeraude. Sa grand-mère n'avait pas besoin de connaître ses soupçons. Pas encore. Une fois seule, Marion alluma la vieille lampe à pince accrochée à une poutre et commença méthodiquement à fouiller les cartons, albums photos, vêtements défraîchis, jouets d'enfance. Ses doigts s'attardèrent sur un petit lapin en peluche au pelage élimé. Premier cadeau de sa mère, lui avait dit Mathilde, au fond d'une malle en osier. Elle découvrit enfin ce qu'elle cherchait. Une boîte à chaussures défraîchie portant l'inscription « Hélène » au feutre noir. Marion s'assit en tailleur sur le plancher poussiéreux, le cœur battant, et souleva délicatement le couvercle. Des lettres, une dizaine d'enveloppes jaunies, jamais envoyées, sans adresse ni timbre, toutes écrites de la même écriture ronde et appliquée, celle de sa mère. Marion déplia la première avec précaution, comme si le papier risquait de s'effriter entre ses doigts. « Mon amour, encore une nuit sans toi. Les murs de cet appartement semblent se refermer sur moi quand tu n'es pas là. Je comprends tes contraintes. Je sais que notre situation est compliquée, mais parfois je me demande si tout cela en vaut vraiment la peine. Ta femme, ta position, ton nom, est-ce si important quand on s'aime comme nous nous aimons? Je t'écris ces mots que je ne t'enverrai probablement jamais. Il y a tant de choses que je voudrais te dire en face, mais les mots restent coincés dans ma gorge quand je te vois. Ton regard me désarme, comme toujours. Ton H. Marion sentit sa gorge se nouer. Sa mère, amoureuse d'un homme marié, elle parcourut rapidement les autres lettres, toutes adressées à cet amant mystérieux, toutes débordantes d'un amour passionné mais douloureux. La dernière lettre, datée de quelques jours avant sa disparition, avait un ton différent. F. Tes menaces ne m'impressionnent pas. J'ai pris ma décision. Notre histoire est terminée. Je ne serai pas ton jouet. Et je ne laisserai pas ma fille grandir dans l'ombre de tes manipulations. J'ai gardé ton anneau pour me rappeler de ne jamais faire confiance à un homme comme toi. Si tu t'approches encore de nous, je révélerai tout. Absolument tout. H.
F. Fernand. Marion relut la lettre 3 fois, son esprit tournant à plein régime. Sa mère avait rompu avec son amant, un homme puissant capable de menacer, un homme dont elle portait l'anneau, puis elle avait disparu. La coïncidence était trop grande. En fouillant davantage, Marion trouva une enveloppe contenant quelques coupures de presse. L'une d'elles montrait un jeune Fernand Roussel lors de l'inauguration d'un immeuble. À son doigt, clairement visible, l'anneau d'émeraude. « Marion, tu as trouvé ce que tu cherchais ?» La voix de sa grand-mère la fit sursauter. « J'arrive », répondit-elle, dissimulant rapidement les lettres sous sa veste. Le soir même, assise devant son ordinateur dans sa petite chambre, Marion commença ses recherches. Articles de presse, archives en ligne, réseaux sociaux, tout ce qui pourrait lui en apprendre davantage sur Fernand Roussel, né dans une famille modeste. Il avait bâti son empire immobilier dans les années 90, profitant du boom de la construction à Lyon, veuf depuis 20 ans, sa femme étant décédée dans un accident de voiture, réputé pour son intransigeance en affaires, discret sur sa vie privée, presque reclus ces dernières années, père d'un fils unique avec qui il semblait en froid, et oncle d'un certain Thomas Aubry, qui travaillait occasionnellement pour lui. Rien qui ne le relie directement à Hélène Chevalier. « Je vais devoir creuser plus profond », murmura Marion pour elle-même. Les jours suivants, elle retourna travailler au Café des Lumières avec un œil nouveau. Ce lieu, fréquenté par l'élite lyonnaise, pourrait devenir sa mine d'informations. « Dis, Sophie, tu connais bien la clientèle habituée ? Est-ce que certains connaissent Roussel personnellement ?» demanda-t-elle négligemment en préparant les tables pour le service du soir. Sophie haussa un sourcil curieux. « Pourquoi cet intérêt soudain ? Ne me dis pas que tu as flashé sur ce vieux croulant. » Marion força un rire. « Bien sûr que non. C'est juste que je l'ai trouvé intéressant, tu sais. D'un point de vue sociologique. » « Mouais. » Sophie n'avait pas l'air convaincue. « Eh bien, il vient souvent avec Antoine Mérieux, l'avocat. Il semble proche. Et puis, il y a cette femme, Diane Lambert, une architecte, je crois. Elle travaille sur ses projets depuis des années. » Marion nota mentalement ces noms. Des pistes à explorer. Ce soir-là, comme par un heureux hasard, Antoine Mérieux vint dîner seul au café. Un homme élégant d'une 60aine d'années, aux tempes grisonnantes et au sourire charmeur, Marion s'arrangea pour servir sa table. Le château neuf du pape 2018 est particulièrement réussi ce soir. « Monsieur », suggéra-t-elle avec un sourire professionnel, « une femme qui s'y connaît en vin, voilà qui est rafraîchissant », répondit Mérieux en lui rendant son sourire. « Je vous fais confiance. » Au fil du service, Marion parvint à orienter subtilement la conversation vers Roussel. « J'ai servi monsieur Roussel l'autre soir. Il portait un anneau assez particulier qui m'a rappelé un bijou de famille. » Le visage de Mérieux se ferma imperceptiblement. Fernand et ses excentricités, cet anneau, une histoire compliquée, il y tient beaucoup. Une histoire de cœur, tenta Marion, le cœur battant. Mérieux la dévisagea. Soudain méfiant, « Vous êtes bien curieuse pour une serveuse. »« Simple conversation, monsieur. » Marion recula légèrement, consciente d'avoir peut-être poussé trop loin. Mais plus tard, alors qu'elle débarrassait sa table, Mérieux lui glissa à voix basse. « Si vous vous intéressez à l'anneau de Fernand, cherchez du côté de la maison des Brotteaux, celle qu'il a fait raser il y a 30 ans. C'est là que tout a commencé et que tout a fini. » Il partit sans ajouter un mot, laissant Marion interdite, une pile d'assiettes entre les mains et 1000 nouvelles questions dans l'esprit. Ce soir-là, en rentrant chez elle sous la pluie fine de novembre, Marion sentit qu'elle venait de mettre le doigt dans un engrenage bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'imaginait. Mais elle était déterminée à poursuivre. Demain, elle chercherait cette maison des Brotteaux, pour sa mère, pour la vérité, et peut-être, enfin, pour comprendre pourquoi elle avait grandi sans connaître l'amour maternel, avec pour seule compagnie le fantôme d'une femme disparue et les silences bienveillants de sa grand-mère. Les Brotteaux, un quartier élégant de Lyon, autrefois terrain marécageux devenu l'un des secteurs les plus prisés de la ville, Marion arpentait ces rues bordées d'immeubles haussmanniens, le regard levé vers les façades ornées. Quelque part, parmi ces bâtiments à l'architecture soignée, s'était dressée la maison mentionnée par Mérieux, une maison qui gardait peut-être le secret de la disparition de sa mère. Après plusieurs heures de recherche aux archives municipales, Marion avait découvert qu'au début des années 90, Fernand Roussel avait effectivement fait démolir une demeure bourgeoise pour construire à la place un immeuble de standing. L'adresse, 17,
rue Juliette Récamier, devant le bâtiment moderne aux lignes épurées. Rien ne laissait deviner l'histoire qui s'était jouée ici 3 décennies plus tôt. Marion observa longuement la façade, comme si les murs pouvaient lui parler. Autour d'elle, les passants vaquaient à leurs occupations, ignorant la jeune femme immobile sous la pluie fine. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message de Gérard, son patron. Réunion du personnel à 18h. Présence obligatoire. Marion soupira. Sa quête devrait attendre. Le travail, toujours le travail. Cette routine qu'il avait maintenue à flot toutes ces années, mais qui, aujourd'hui, lui semblait comme une entrave. Lorsqu'elle poussa la porte du Café des Lumières, l'établissement était encore fermé au public. Ses collègues étaient déjà rassemblés autour de Gérard, qui arborait un sourire inhabituel. « Ah, Marion, justement, j'étais en train d'annoncer la bonne nouvelle. Le café a été sélectionné pour assurer le service du gala de charité annuel de la Fondation Roussel. Dans 2 semaines. » Marion sentit son cœur s'accélérer. La Fondation Roussel, une coïncidence. Elle n'y croyait pas une seconde. « C'est une opportunité en or, » poursuivait Gérard. « Les plus grandes fortunes de Lyon, des politiques, des artistes. Tout le monde sera là. J'ai besoin de mon équipe au complet et au meilleur de sa forme. » Marion leva la main. « Je suis volontaire. » Gérard parut surpris. Marion n'était pas connue pour son enthousiasme envers les événements mondains. « Vraiment, j'ai besoin d'heures supplémentaires, » improvisa-t-elle. « Les médicaments de ma grand-mère ont augmenté. » Son patron hocha la tête, compréhensif. « C'est noté. Tu feras partie de l'équipe principale. » Les jours suivants furent consacrés aux préparatifs. Marion se plongea dans les détails du gala, cherchant à en apprendre le plus possible. La réception aurait lieu dans la demeure privée de Fernand Roussel, une propriété rarement ouverte au public. Le grand soir arriva enfin. Un minibus déposa l'équipe du café à l'entrée d'un domaine impressionnant dans les hauteurs de Lyon. Une grille en fer forgé s'ouvrit devant eux, révélant une allée bordée de tilleuls centenaires menant à une bâtisse imposante de style Second Empire. « On se croirait dans un film », chuchota Sophie en déchargeant le matériel. « Tu imagines vivre dans un endroit pareil ?» Marion ne répondit pas. Absorbée par la contemplation de la demeure, quelque part entre ses murs, elle trouverait peut-être des réponses. L'intérieur était plus impressionnant encore. Marbres italiens, boiseries anciennes, tableaux de maître, une armée de domestiques s'affairait déjà, dirigée par une femme à l'allure sévère qui se présenta comme Madame Legrand. L'intendante, « Vous, la nouvelle », lança-t-elle à Marion. « Vous vous occuperez du salon bleu, service des boissons uniquement, pas d'initiative. » Marion acquiesça docilement. Le salon bleu se révéla être une pièce magnifique donnant sur les jardins. Un homme en costume ajustait les éclairages tandis qu'un quatuor à cordes s'installait dans un coin. « Excusez-moi », demanda Marion à un domestique qui passait. « Où se trouve le bureau de Monsieur Roussel ?» L'homme la dévisagea avec méfiance. « 1er étage, aile est, mais c'est strictement interdit d'accès. » Les invités commencèrent à arriver vers 20h. Un défilé de robes de haute couture et de costumes sur mesure. Marion servait les coupes de champagne avec l'efficacité discrète qu'on attendait d'elle, tout en observant attentivement chaque visage, chaque conversation. Fernand Roussel fit son entrée vers 21h, accueilli par un murmure respectueux. Il portait un smoking parfaitement coupé qui accentuait sa silhouette imposante. À son doigt, l'anneau d'émeraude luisait sous les lustres de cristal. À ses côtés se tenait un jeune homme d'une 30aine d'années, aux traits réguliers et au regard vif. Marion l'entendit être présenté comme Thomas Aubry, le neveu de Roussel. Pendant que les invités se délectaient des petits fours et des conversations mondaines, Marion cherchait un moyen de s'éclipser vers l'étage. Sa chance se présenta lorsqu'un invité renversa son verre, créant une distraction momentanée. Elle se glissa hors du salon et emprunta discrètement l'escalier de service. Le couloir du 1er étage était désert, faiblement éclairé par des appliques murales. Marion avança sur la pointe des pieds, le cœur battant, jusqu'à une porte en chêne massif au bout de l'aile est. Le bureau de Roussel était verrouillé. « Merde !» murmura-t-elle, frustrée. « Je peux vous aider ?» Marion sursauta violemment. Thomas Aubry se tenait derrière elle, un sourcil relevé en signe d'interrogation. De près, il paraissait plus jeune encore, mais son regard bleu acier ne trahissait aucune naïveté. « Je cherchais les toilettes », balbutia Marion. « À l'étage, dans l'aile privée. » Thomas croisa les bras. « Devant le bureau de mon oncle. » « Je me suis perdue.
Bien sûr. Son ton était chargé d'ironie. Et votre badge? Le personnel est censé le porter en permanence. Marion porta instinctivement la main à sa poitrine. Dans sa précipitation, elle avait laissé son badge d'identification au vestiaire. « Je vais devoir signaler cet incident », reprit Thomas. « Non. » Le mot avait jailli avant qu'elle puisse le retenir. « S'il vous plaît, j'ai besoin de ce travail, ma grand-mère. » Thomas l'étudia un instant, comme s'il tentait de résoudre une énigme. « Qui êtes-vous vraiment? Et que cherchez-vous ici ?» Marion soutint son regard. Quelque chose dans cet homme. Peut-être sa jeunesse, ou cette lueur d'intelligence bienveillante dans ses yeux, lui donnait envie de se confier. Mais pouvait-elle risquer sa quête sur une intuition? « Je m'appelle Marion Chevalier, et je cherche des informations sur ma mère disparue. » Thomas fronça les sourcils. « Quel rapport avec mon oncle? » « C'est compliqué ?» Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Thomas réagit rapidement, attrapant Marion par le bras et l'entraînant dans une petite alcôve. « Pas ici, » murmura-t-il. « Demain, 15h, au jardin botanique du parc de la Tête d'Or, près de la Grande Serre. » Marion hocha la tête, stupéfaite par ce revirement. « Maintenant, disparaissez avant que la sécurité ne vous trouve. » Elle redescendit rapidement, rejoignant son poste comme si de rien n'était. Le reste de la soirée se déroula sans incident, mais son esprit était ailleurs, tout entier tourné vers ce rendez-vous mystérieux. Pourquoi Thomas Aubry, neveu du puissant Fernand Roussel, s'intéressait-il à son histoire? Était-ce un piège? Ou avait-elle trouvé, contre toute attente, un allié inattendu dans sa quête de vérité? Une chose était certaine, en franchissant le seuil de cette demeure, Marion venait de s'aventurer bien plus loin qu'elle ne l'avait prévu dans les secrets de la famille Roussel. Le parc de la Tête d'Or s'étendait comme une oasis de verdure au cœur de Lyon. En ce début d'après-midi, les familles flânaient le long des allées, les enfants nourrissaient les canards du lac, et les joggeurs slalomaient entre les promeneurs, un tableau paisible qui contrastait avec le tumulte intérieur de Marion. Elle était arrivée en avance, incapable de tenir en place chez elle. Depuis la veille, les doutes la rongeaient, et si Thomas Aubry l'avait dénoncé à son oncle, et si ce rendez-vous n'était qu'un piège pour l'écarter définitivement, assise sur un banc près de la Grande Serre, Marion observait les passants, sur le qui-vive, à 15h précises. Elle aperçut la silhouette élancée de Thomas qui s'avançait vers elle. Contrairement à la veille, il était vêtu simplement. Jean, chemise bleue, veste en cuir marron. Cette tenue décontractée lui donnait un air plus accessible, presque sympathique. « Vous êtes venu », constata-t-il en s'asseyant à ses côtés. « Vous avez l'air surpris ? Disons que j'ai eu le temps de réfléchir à notre rencontre. Ce n'était pas très conventionnel. » Un silence s'installa entre eux, uniquement troublé par les cris lointains des enfants et le bruissement des feuilles dans la brise légère. « Alors, » reprit Thomas, « vous cherchez des informations sur votre mère disparue et vous pensez que mon oncle pourrait savoir quelque chose ? » Ce n'était pas une question. Mais Marion acquiesça tout de même. « Pourquoi ?» Marion hésita. Pouvait-elle faire confiance à cet homme? Il était de la famille de Roussel, après tout. Mais quelque chose dans son regard franc, dans sa manière directe de parler, l'incitait à se confier. « Votre oncle porte un anneau. » Une émeraude sertie d'or avec des initiales gravées à l'intérieur. « H.C. » Thomas fronça les sourcils. « Et alors ?»« H.C. Hélène Chevalier, le nom de ma mère. » Marion sortit de son sac une photo jaunie qu'elle tendit à Thomas. Regardez son doigt, le même anneau. Elle ne s'en séparait jamais. Selon ma grand-mère, jusqu'à sa disparition, il y a 30 ans, Thomas examina longuement la photo, son visage reflétant une confusion grandissante. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. « L'anneau de mon oncle appartenait à ma tante Élisabeth. C'était sa bague de fiançailles. Alors pourquoi les initiales HC ? K ? Je l'ignore. » Thomas lui rendit la photo, visiblement troublé. « Écoutez, je ne sais pas ce que vous cherchez exactement, mais je doute que mon oncle puisse vous aider. C'est un homme, compliqué. » Marion ne put retenir un rire sans joie. « Compliqué. J'ai trouvé des lettres de ma mère. Apparemment, elle avait une liaison avec un homme marié, un homme qui l'a menacée quand elle a voulu le quitter. Peu après, elle a disparu, et maintenant, je découvre que cet homme porte son anneau. » Thomas se leva brusquement, faisant les 100 pas devant le banc. « Ce que vous insinuez est grave. » « Très grave. Je n'insinue rien, je cherche la vérité. »
Il s'arrêta et plongea son regard dans celui de Marion. « Mon oncle a ses défauts, mais ce n'est pas un criminel. Comment pouvez-vous en être sûr ?» La question sembla le déstabiliser. Thomas se rassit, plus proche de Marion cette fois. « Je ne le peux pas, » admit-il finalement. Il y a des zones d'ombre dans son passé, des périodes dont personne ne parle. Même mon père, son propre frère, gardait ses distances avec lui. Marion sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'elle rencontrait quelqu'un qui semblait partager ses doutes. Même partiellement. « Aidez-moi », dit-elle simplement. Thomas la dévisagea longuement, comme s'il évaluait les conséquences de sa réponse. « Pourquoi le ferais-je ? Je ne vous connais pas. Parce que vous voulez aussi connaître la vérité. Je l'ai vu dans vos yeux quand je vous ai parlé de l'anneau. » Un demi-sourire apparut sur les lèvres de Thomas. « Vous êtes observatrice. On l'est quand on a grandi en cherchant des réponses dans les silences. » Ces mots semblèrent le toucher. Il hocha lentement la tête. « D'accord, je vais vous aider, mais à ma façon et sous certaines conditions. » Lesquelles ? Premièrement, vous n'agissez plus seul. Ce que vous faites est dangereux. Si mon oncle a vraiment quelque chose à cacher, il a les moyens de vous faire taire. Marion frissonna malgré la douceur de l'air. Deuxièmement, nous procédons méthodiquement. Pas d'accusation hâtive, pas de confrontation directe. Nous rassemblons des preuves d'abord. Et troisièmement, vous me dites tout, absolument tout ce que vous savez ou découvrez. La confiance doit être réciproque. Marion réfléchit un instant. Faire équipe avec Thomas Aubry, le neveu de l'homme qu'elle soupçonnait d'être impliqué dans la disparition de sa mère. C'était risqué, mais avait-elle vraiment le choix ? Seule, elle n'irait pas loin. « Marché conclu », dit-elle en lui tendant la main. Thomas la serra fermement, scellant leur pacte improbable. « Bien, par où commençons-nous ? J'aimerais en savoir plus sur cette maison des Brotteaux, celle que votre oncle a fait démolir dans les années 90. » Thomas parut surpris. « Comment êtes-vous au courant de ça ? » « J'ai mes sources. Je vois. » Il sourit légèrement. « Je peux accéder aux archives de l'entreprise familiale. Tous les projets immobiliers y sont documentés. Et le bureau de votre oncle. Plus compliqué. Il garde toujours la clé sur lui. » Marion soupira, déçue. Thomas sembla hésiter, puis ajouta. « Mais je connais peut-être un moyen d'y accéder lors du prochain événement à la résidence. Mon oncle organise un dîner d'affaires dans 3 jours. Je ne suis pas invitée. Non, mais le Café des Lumières assure le service. J'ai entendu Madame Legrand le mentionner. » Marion sentit l'espoir renaître. « Je peux demander à être de l'équipe. » « Parfait. » Thomas consulta sa montre. « Je dois y aller. Mon oncle m'attend pour une réunion. » Il se leva, puis se tourna vers Marion, soudain hésitant. « Je prends un risque en vous faisant confiance. »« Moi aussi. Je sais. C'est ce qui me rassure. » Étrangement, il lui tendit une carte de visite. « Mon numéro personnel. Appelez-moi si vous découvrez quoi que ce soit de nouveau. » Alors qu'il s'éloignait, Marion l'interpella. « Thomas, pourquoi m'aidez-vous vraiment ?» Il s'arrêta, semblant peser sa réponse. « Disons que j'ai mes propres questions sur mon oncle. Des questions qui sont restées sans réponse trop longtemps. » Sur ces mots, il disparut parmi les promeneurs, laissant Marion avec le sentiment troublant d'avoir franchi un point de non-retour. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva sa grand-mère endormie devant la télévision. Une photo d'Hélène posée sur ses genoux. Cette image la frappa comme jamais auparavant. 2 femmes séparées par un mystère vieux de 30 ans, l'une attendant des réponses qui ne venaient jamais, l'autre peut-être prisonnière de ces mêmes réponses. Marion caressa doucement les cheveux blancs de Mathilde, faisant le serment silencieux de découvrir la vérité. « Quoi qu'il en coûte, je te le promets, mamie, » murmura-t-elle. « Je saurai ce qui est arrivé à maman. » Elle ne se doutait pas encore que cette quête l'amènerait bien au-delà de ses pires craintes, ni que l'alliance nouée ce jour-là avec Thomas Aubry transformerait sa vie de façon qu'elle ne pouvait imaginer. Le dîner d'affaires, organisé par Fernand Roussel, rassemblait la fine fleur de l'élite lyonnaise, une vingtaine d'invités triés sur le volet, installés dans la salle à manger principale de la résidence, où les lustres en cristal de baccarat projetaient une lumière dorée sur les convives. Marion, en uniforme noir impeccable, se tenait discrètement le long du mur, attentive aux moindres signes des invités qu'elle servait. Thomas était assis à la droite de son oncle. Plusieurs fois, leurs regards se croisèrent furtivement, échangeant des messages silencieux. Ils avaient convenu d'un plan simple. Après le dessert, Roussel emmènerait traditionnellement ses invités au fumoir pour les digestifs.
Thomas créerait alors une diversion permettant à Marion d'accéder au bureau. « J'espère que vous appréciez le repas, messieurs, dames », déclara Fernand en levant son verre. « Ce soir, nous célébrons non seulement la signature du contrat des Confluences, mais aussi 30 années de succès pour le groupe Roussel. » 30 ans? Marion sentit un frisson parcourir son échine. Exactement la période écoulée depuis la disparition de sa mère. Les conversations mondaines se poursuivirent, ponctuées d'éclats de rire polis et de discussions feutrées sur le marché immobilier. Marion servait mécaniquement, son esprit entièrement focalisé sur ce qui l'attendait. Au moment du dessert, un somptueux Saint-Honoré, Thomas fit un léger signe de tête à Marion. L'heure approchait. « Mon oncle », dit-il assez fort pour être entendu à table, « peut-être pourrions-nous montrer à nos invités la nouvelle collection d'art contemporain que vous avez acquise. » Fernand parut surpris, mais acquiesça avec un sourire satisfait. « Excellente idée, Thomas. Mesdames, messieurs, si vous voulez bien me suivre. » Les convives se levèrent, suivant leur hôte vers la galerie adjacente. Thomas s'attarda, laissant tomber discrètement une clé dans la main de Marion en passant. « Deuxième tiroir du bureau. Un dossier rouge marqué « Brotteaux », murmura-t-il. « Vous avez 15 minutes, pas une de plus ?» Le cœur battant, Marion attendit que la salle se vide, puis se faufila rapidement vers l'escalier de service. Le couloir du premier étage était désert, faiblement éclairé. Elle s'arrêta devant la porte du bureau, inséra la clé dans la serrure et poussa doucement le battant. La pièce sentait le cuir et le bois ciré. Un immense bureau en acajou trônait face à une baie vitrée offrant une vue panoramique sur Lyon. Les murs étaient couverts de bibliothèques, à l'exception d'un pan où s'alignaient des photos encadrées, Roussel serrant la main de politiciens. Inaugurant des bâtiments, recevant des prix, Marion se dirigea directement vers le bureau et ouvrit le deuxième tiroir. Une série de dossiers suspendus apparut, soigneusement étiquetés par ordre alphabétique. Elle localisa rapidement celui marqué « Brotteaux » et l'ouvrit, les mains tremblantes. Le dossier contenait des plans architecturaux, des permis de construire, des contrats et une chemise plus fine, glissée au fond, portant simplement la mention HC. Marion l'ouvrit, le souffle court, à l'intérieur, des coupures de presse jaunies concernant une enquête pour disparition, datée de novembre 1994, sa mère, des rapports de détectives privés, et une série de photos montrant Hélène Chevalier à différents endroits de Lyon, visiblement prises à son insu. « Mon Dieu !» murmura Marion. Un document attira particulièrement son attention. Un acte notarié concernant une propriété située à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, dans les hauteurs de Lyon. Le nom du propriétaire avait été remplacé par un code. Un projet HC. Marion photographia rapidement les documents avec son téléphone, puis remit soigneusement le dossier à sa place. Alors qu'elle s'apprêtait à refermer le tiroir, un petit carnet relié de cuir, coincé au fond, attira son attention. Elle le sortit et l'ouvrit. C'était un agenda personnel. Daté de 1994, Marion le feuilleta rapidement, s'arrêtant au mois de novembre, le mois de la disparition de sa mère. Une entrée, datée du 17, était soulignée en rouge. Problème H résolu définitivement. Marion sentit un froid glacial l'envahir. Elle photographia cette page également, puis remit l'agenda en place et referma le tiroir. Un bruit dans le couloir la fit sursauter. Des pas qui approchaient, sans réfléchir. Elle se glissa derrière un épais rideau de velours, retenant sa respiration. La porte s'ouvrit. « Je sais que tu n'aimes pas être dérangée pendant tes dîners, mais l'appel vient de la propriété de Saint-Cyr. Apparemment, il y a un problème avec la résidente. » Marion reconnut la voix de Madame Legrand, l'intendante. Quel genre de problème? La voix grave de Fernand Roussel fit vibrer l'air. Elle refuse de prendre ses médicaments depuis 3 jours. Le docteur Moreau s'inquiète. Un long silence suivit, pendant lequel Marion n'osait même plus respirer. « Dis à Moreau que j'irai demain personnellement. »« Bien, monsieur. » La porte se referma, et Marion entendit les pas s'éloigner. Elle attendit encore quelques instants, puis sortit de sa cachette, le cœur battant à tout rompre. La résidente, de qui parlait-il? Un soupçon fou commençait à prendre forme dans son esprit. Elle quitta rapidement le bureau, verrouilla la porte et descendit l'escalier. Dans le couloir menant aux cuisines, elle tomba nez à nez avec Thomas. « Alors » chuchota-t-il, l'entraînant dans un recoin discret. « J'ai trouvé quelque chose. » Marion lui montra rapidement les photos sur son téléphone.
et j'ai surpris une conversation entre votre oncle et son intendante. Il parlait d'une résidente dans une propriété à Saint-Cyr qui refuse de prendre ses médicaments. Thomas fronça les sourcils. Saint-Cyr, je ne connais aucune propriété là-bas. Elle est enregistrée sous le nom de projet HC. Le visage de Thomas se décomposa. HC, comme Hélène Chevalier. Vous pensez que... Je ne sais pas, mais votre oncle doit s'y rendre demain. Thomas passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé. Il faut qu'on y aille avant lui. Comment ? On ne connaît pas l'adresse exacte. Si, elle est dans les documents que vous avez photographiés. Thomas pointa l'acte notarié sur l'écran du téléphone. Là, c'est le cadastre. Avec ça, on peut localiser la propriété. Un bruit de vaisselle les fit sursauter. Vous devez retourner au service, murmura Thomas. Retrouvez-moi demain à 9h au café de la place Bellecour. On ira ensemble à Saint-Cyr. Marion hocha la tête et s'éloigna rapidement vers les cuisines. Le reste de la soirée se déroula comme dans un brouillard. Elle servait, souriait, débarrassait. Mais son esprit était entièrement occupé par ce qu'elle avait découvert. Cette nuit-là, de retour chez elle, Marion ne put trouver le sommeil. Les indices s'assemblaient lentement dans son esprit, dessinant une image terrifiante. Sa mère n'avait peut-être pas disparu volontairement, elle n'était peut-être pas morte non plus. Et si Hélène Chevalier était maintenue quelque part contre son gré depuis 30 ans? L'idée semblait folle, digne d'un roman noir. Pourtant, elle expliquait tout, les documents cachés, le projet HC, cette mystérieuse résidente qui refusait ses médicaments. À l'aube, Marion se leva, épuisée mais déterminée. Elle laissa un mot à sa grand-mère, prétextant une journée de formation au café, et prépara un petit sac avec le strict nécessaire. Téléphone, chargeur, appareil photo, une bouteille d'eau, un sandwich. Sur le chemin vers Bellecour, une question lancinante l'obsédait. Qu'allait-il découvrir dans cette maison mystérieuse? Et surtout, était-elle prête à affronter la vérité? Quelle qu'elle soit, la place Bellecour s'éveillait doucement sous un ciel lourd de nuages. Thomas était déjà là quand Marion arriva, adossé à sa voiture, une Audi noire aux vitres teintées. Il portait un jean foncé et un pull gris sous une veste en cuir, tenue décontractée qui contrastait avec son air préoccupé. « J'ai fait des recherches sur cette propriété de Saint-Cyr », dit-il sans préambule en lui tendant un gobelet de café. « C'est une maison isolée, nichée dans les collines. Officiellement, elle appartient à une société écran basée au Luxembourg. » Marion but une gorgée du café brûlant. « Comment y accède-t-on ? C'est là que ça se complique. L'accès est surveillé, caméra, gardien. Mon oncle ne prend pas de risques. » Le cœur de Marion se serra. « Alors, comment fait-on » Thomas jeta un regard autour d'eux avant de répondre. « On a besoin d'aide. Quelqu'un qui connaît les lieux. Et vous savez qui ?» Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Peut-être monter. » Ils roulèrent en silence pendant une vingtaine de minutes. Quittant le centre-ville pour les quartiers périphériques de Lyon, Thomas finit par s'arrêter devant un petit pavillon au volet bleu délavé, dans une rue tranquille de Villeurbanne. « Qui habite ici ?» demanda Marion. « Hector Delmas, l'ancien chauffeur de mon oncle, retraité depuis 5 ans. Et vous pensez qu'il va nous aider ?» Thomas haussa les épaules. « Il n'a jamais aimé mon oncle. Et il a travaillé pour lui pendant plus de 30 ans. S'il y a quelqu'un qui connaît ses secrets, c'est lui. » Ils traversèrent un jardinet soigneusement entretenu et frappèrent à la porte. Après un long moment, celle-ci s'entr'ouvrit, révélant un vieil homme voûté aux cheveux blancs clairsemés. Son regard méfiant passa de Thomas à Marion. « Monsieur Aubry. » Sa voix était rauque, comme s'il parlait rarement. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » ?»« Bonjour Hector, je suis désolé de vous déranger, mais nous avons besoin de votre aide. » Thomas fit un geste vers Marion. « Je vous présente Marion Chevalier. » Le vieil homme tressaillit imperceptiblement à l'énoncé de ce nom. Son regard s'attarda sur Marion, comme s'il cherchait quelque chose dans ses traits. « Chevalier, » répéta-t-il. « Comme... » Il s'interrompit brusquement. « Comme Hélène Chevalier, » compléta Marion. « Ma mère. » Le visage d'Hector perdit toute couleur. Il s'appuya contre le chambranle, comme soudain privé de force. « Entrez, » murmura-t-il finalement. « Vite. » L'intérieur du pavillon était modeste mais impeccable. Des photos en noir et blanc ornèrent les murs, montrant un Hector plus jeune aux côtés d'une femme souriante. « Ma Lucie », dit-il en suivant le regard de Marion. « Partie il y a 10 ans. » Il les conduisit dans un petit salon et leur fit signe de s'asseoir. Ses mains tremblaient légèrement
lorsqu'il leur servit du thé dans des tasses dépareillées. « Comment m'avez-vous trouvé » demanda-t-il finalement. « Les archives du personnel de mon oncle » répondit Thomas. « Hector, nous savons pour la propriété de Saint-Cyr et pour le projet HC. » Le vieil homme ferma les yeux. Comme frappé par une douleur physique, « Je savais que ce jour viendrait, » murmura-t-il. « J'ai prié pour qu'il vienne plus tôt, quand j'avais encore le courage. » Il se tourna vers Marion. « Vous lui ressemblez. Les mêmes yeux, cette façon de pencher légèrement la tête quand vous êtes attentive. » Marion sentit sa gorge se nouer. « Vous connaissiez ma mère. »« Je l'ai connue, oui. » Hector baissa les yeux vers ses mains ridées. « C'est moi qui conduisais la voiture ce jour-là, le 17 novembre 1994, le jour de la disparition d'Hélène. » Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Thomas posa une main sur l'épaule de Marion. En un geste de soutien silencieux, « Racontez-nous » demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Hector se leva péniblement et alla chercher dans un buffet une boîte en fer rouillée. Il l'ouvrit et en sortit un petit objet brillant qu'il tendit à Marion. C'était un pendentif en argent représentant un petit oiseau aux ailes déployées. Marion le reconnut immédiatement. Elle possédait le même, offert par sa grand-mère qui lui avait dit qu'il venait de sa mère. Elle le portait ce jour-là, dit Hector. Avec son jumeau, elle m'a dit que c'était pour sa fille, pour vous. Les doigts de Marion se refermèrent convulsivement sur le bijou. Que s'est-il passé, Hector? Où est ma mère? Le vieil homme sembla rassembler ses forces, comme pour soulever un fardeau trop longtemps porté. Monsieur Roussel et votre mère, ils avaient une liaison depuis plusieurs années. Elle travaillait comme décoratrice d'intérieur sur ses projets immobiliers. Il était obsédé par elle, mais elle voulait mettre fin à leur relation. Elle venait d'apprendre qu'il avait menti sur son intention de quitter sa femme. Hector but une gorgée de thé, sa main tremblant visiblement. Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec lui dans la maison des Brotteaux. J'étais censée la ramener chez elle après, mais quand elle est sortie, elle était différente, comme absente. Monsieur Roussel m'a dit qu'elle avait fait une crise de nerfs, qu'il fallait l'emmener dans un endroit calme pour se reposer. « Saint-Cyr » murmura Thomas. Hector acquiesça. Je ne savais pas à l'époque que ce serait définitif. Il parlait d'une semaine, peut-être 2, mais les semaines sont devenues des mois, puis des années. Marion se leva brusquement, incapable de rester assise. Vous voulez dire que ma mère est retenue prisonnière depuis 30 ans? Pas exactement prisonnière, nuança Hector. Au début, elle était perturbée, des médecins venaient la voir. Des médicaments, beaucoup de médicaments. Monsieur Roussel disait qu'elle était dangereuse pour elle-même, qu'elle avait menacé de se suicider. Et vous l'avez cru? La voix de Marion vibrait d'indignation. J'ai des doutes maintenant. Mais à l'époque, Hector baissa les yeux. Monsieur Roussel peut être très convaincant. Et puis, il y avait aussi les menaces contre ma famille. Ma Lucie était malade. Nous avions besoin de l'assurance santé. Qu'est-il arrivé à ma mère ensuite? Elle s'est résignée. Avec le temps et les médicaments, elle est devenue docile. On lui a fait croire que sa fille, vous, avait été placée dans une famille d'accueil à l'étranger, qu'elle ne pourrait jamais vous retrouver. Marion chancela sous le poids de cette révélation. Thomas se leva et la soutint par les épaules. « Est-elle toujours là-bas » demanda-t-il doucement. Hector hocha la tête. « Oui, dans cette maison au bout d'un chemin forestier, une infirmière vit avec elle. Un médecin passe chaque semaine, c'est une prison dorée. Je dois la voir, » déclara Marion, retrouvant soudain toute sa détermination. « Vous pouvez nous y conduire ?» Le vieil homme hésita, le conflit visible sur son visage ridé. « Monsieur Roussel doit s'y rendre aujourd'hui. Il y a un risque. S'il vous plaît » insista Marion. Elle sortit de son sac le pendentif jumeau de celui qu'Hector lui avait remis. Pour elle, pour réparer ce qui peut encore l'être, le regard d'Hector passa du pendentif au visage de Marion. Et quelque chose sembla se briser en lui, comme si un barrage cédait après des années de pression. « D'accord » murmura-t-il. « Je vous y conduirai. Mais pas aujourd'hui, demain matin, à l'aube. » La sécurité était moins vigilante à ce moment-là. Marion et Thomas échangèrent un regard. Un jour de plus à attendre. Une éternité. « Comment pourrons-nous entrer » demanda Thomas. « J'ai conservé mes clés » répondit Hector avec un faible sourire. « Monsieur Roussel n'a jamais pensé à me les réclamer. La vieillesse a parfois ses avantages. On devient invisible. » En quittant le pavillon d'Hector, Marion sentait un mélange vertigineux d'émotions.
l'espoir fou de retrouver sa mère vivante. La colère face à l'injustice subie, la peur de ce qu'elle allait découvrir. « Vous tenez le coup ?» demanda doucement Thomas en lui ouvrant la portière de la voiture. Marion serra les 2 pendentifs dans sa main, leur contour s'imprimant dans sa paume. « Je n'ai pas le choix », répondit-elle simplement. L'aube teintait à peine le ciel d'un bleu pâle, lorsque la vieille Peugeot d'Hector s'engagea sur une route sinueuse qui montait vers les collines de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Dans la voiture régnait un silence tendu, chacun absorbé par ses propres pensées. Marion, assise à l'arrière, observait le paysage qui défilait. D'abord les dernières maisons de la banlieue lyonnaise, puis progressivement les vignobles et les bois qui couvraient les pentes du Mont-d'Or. Thomas, sur le siège passager, consultait régulièrement son téléphone. « Tout va bien ?» demanda Marion, inquiète. « Pour l'instant, mon oncle a une réunion importante ce matin à 9h. Il ne devrait pas venir ici avant cet après-midi. » Hector ralentit et s'engagea sur un chemin forestier à peine visible depuis la route principale. Les branches des arbres formaient une voûte au-dessus d'eux, plongeant la voiture dans une semi-obscurité verdâtre. « On laisse la voiture ici », dit-il en s'arrêtant dans une petite clairière. « Le reste du chemin se fait à pied. Il y a des caméras plus loin, mais je connais les angles morts. » Ils sortirent en silence. L'air était frais et humide, chargé d'odeurs de terre et de feuilles mouillées. Hector les guida à travers le sous-bois, évitant soigneusement le chemin principal. Sa démarche était hésitante, mais il semblait connaître parfaitement les lieux. « La propriété est juste après cette crête, » murmura-t-il en pointant du doigt. « Il y a un poste de garde à l'entrée principale, mais on va passer par l'arrière, près de la serre. C'est un angle mort dans le système de surveillance. » Marion sentait son cœur battre de plus en plus fort à mesure qu'ils avançaient. 30 ans d'absence, de questions sans réponse. Et maintenant, elle allait peut-être retrouver sa mère. « Comment est-elle » demanda-t-elle soudain à Hector. « Physiquement, je veux dire. » Le vieil homme ralentit légèrement. « Le temps passe pour tout le monde, mademoiselle. Et puis, les médicaments. » Il s'interrompit, comme cherchant ses mots. Elle a vieilli prématurément, mais c'est toujours elle. Ses yeux n'ont pas changé. Ils s'arrêtèrent au sommet de la crête. En contrebas s'étendait une vaste propriété, entourée d'un mur de pierre. Une maison de maître du XIXe siècle trônait au centre d'un jardin soigneusement entretenu. Sur le côté, une serre victorienne scintillait dans la lumière matinale. « C'est là », souffla Marion. Hector acquiesça. « On va contourner par la gauche. Il y a une petite porte dans le mur, près du cabanon du jardinier. Je l'utilise. Je l'utilisais souvent quand je venais ici. »« Qui d'autre vit dans cette maison ?» demanda Thomas. « Madame Laurent, l'infirmière. Elle a son appartement au rez-de-chaussée. Et puis il y a Jean, le gardien. Mais il fait des rondes sur le périmètre extérieur. À cette heure-ci, il devrait être du côté nord. » Ils descendirent prudemment la pente, se tenant à distance du chemin principal. Parvenus au pied du mur, Hector les conduisit jusqu'à une petite porte en bois dissimulée par un lierre épais. « Voilà », dit-il en sortant une clé de sa poche. « Une fois à l'intérieur, il faudra être extrêmement silencieux. La chambre d'Hélène est au premier étage, côté est. Elle donne sur le jardin. » La porte s'ouvrit dans un léger grincement. Ils se glissèrent dans le jardin, se faufilant derrière des massifs de rosiers et des haies taillées. La maison se dressait devant eux. Majestueuse et silencieuse, Marion s'arrêta soudain, saisie d'un doute terrible. « Et si elle ne veut pas me voir? Si elle ne me reconnaît pas ?» Thomas lui prit la main, la serrant brièvement. « Elle voudra vous voir. » Ils atteignirent une porte latérale que Hector déverrouilla avec une deuxième clé. « Ici, c'est l'entrée de service, » chuchota-t-il. « L'escalier est juste en face. » L'intérieur était frais et sombre, sentant légèrement le renfermer malgré la propreté évidente. Ils traversèrent une petite antichambre et se retrouvèrent devant un escalier en bois qui montait en colimaçon. « L'infirmière » murmura Thomas. « À 7 heures, elle prépare le petit déjeuner dans la cuisine. » Hector désigna une porte au fond du couloir. « On a peu de temps. » Ils montèrent l'escalier, évitant soigneusement les marches qui craquaient. Le premier étage était baigné d'une lumière douce filtrant à travers des rideaux de voile. Le couloir s'étendait, tapissé d'un épais tapis qui étouffait leurs pas. Hector s'arrêta devant une porte et fit signe à Marion de s'approcher. « C'est ici, » murmura-t-il. « Elle est probablement réveillée. Elle se lève toujours avec le soleil. »
Marion sentit une vague de panique l'envahir. Que dirait-elle? Comment expliquer 30 ans d'absence en quelques minutes volées? Thomas posa une main sur son épaule. « Nous montons la garde, prenez votre temps. » Rassemblant son courage, Marion frappa doucement à la porte, pas de réponse. Elle frappa à nouveau, un peu plus fort. « Entrez !» répondit une voix légèrement rauque de l'autre côté. La main tremblante, Marion tourna la poignée et poussa la porte. La chambre était spacieuse et lumineuse, décorée avec goût dans des tons pastels. De grandes fenêtres donnaient sur le jardin et les collines au-delà. Des étagères couvertes de livres occupaient un mur entier. Sur une commode reposaient des photos dans des cadres d'argent, toutes montrant le même homme. Fernand Roussel, assise dans un fauteuil près de la fenêtre. Une femme lisait, son profil découpé contre la lumière du matin. Elle leva les yeux à l'entrée de Marion. Le temps sembla se figer. Hélène Chevalier avait vieilli. Certes, ses cheveux, autrefois châtains, étaient maintenant gris argentés, son visage marqué par des rides précoces, mais ses yeux étaient exactement comme sur les photos que Marion avait contemplées toute sa vie, les mêmes yeux qu'elle voyait chaque matin dans son miroir. « Qui êtes-vous » demanda Hélène, fronçant légèrement les sourcils. « Vous n'êtes pas Madame Laurent. » Marion resta immobile, incapable de parler. Comment commencer? Comment expliquer? « Je m'appelle Marion », dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Marion Chevalier. Hélène laissa tomber son livre, qui atterrit sur le tapis avec un bruit sourd. « Non », murmura-t-elle, secouant lentement la tête. « Non, c'est impossible. Ma fille, on m'a dit qu'elle avait été adoptée à l'étranger. On vous a menti. » Marion fit un pas en avant. « J'ai grandi à Lyon avec grand-mère Mathilde. » Hélène se leva, ses jambes tremblantes. Ses yeux scrutaient intensément le visage de Marion, comme cherchant des preuves, des traces de vérité. « Mathilde, elle va bien ? » ?»« Oui, elle vous attend depuis 30 ans. » Hélène porta une main à sa bouche, étouffant un sanglot. 30 ans. Mon Dieu, 30 ans de mensonges. Marion s'approcha encore, fouillant dans sa poche pour en sortir le pendentif, le petit oiseau d'argent aux ailes déployées. « Vous m'avez donné ceci, enfin, grand-mère me l'a donné en disant qu'il venait de vous. » Hélène tendit une main hésitante vers le bijou, ses doigts effleurant à peine le métal. Puis son regard remonta vers le visage de Marion, et quelque chose sembla se briser en elle. « Ma fille » murmura-t-elle. « Ma petite fille ». Elles tombèrent dans les bras l'une de l'autre, 30 années de séparation s'effondrant en un instant. Marion sentit les larmes couler sur ses joues, incapable de les retenir. Le corps de sa mère était frêle contre le sien, mais son étreinte avait une force désespérée. Un bruit dans le couloir les fit sursauter, des pas qui approchaient. « Le petit déjeuner, Madame Hell !» La voix s'interrompit brusquement. Dans l'embrasure de la porte se tenait une femme en blouse blanche. Un plateau entre les mains, l'expression figée par la surprise. Derrière elle, Thomas et Hector semblaient tout aussi pétrifiés. Les yeux de l'infirmière passèrent de Marion à Hélène, puis à Hector. « Monsieur Delmas, mais que faites-vous ici? Et qui sont ces gens ?» Avant qu'il puisse répondre, une sonnerie stridente retentit dans toute la maison. « L'alarme !» s'écria Hector. « Quelqu'un a dû nous voir. » Marion regarda sa mère, puis la fenêtre, puis la porte. « Ils étaient piégés. Venez avec nous, » dit-elle à Hélène. « Maintenant, c'est notre chance. » L'alarme résonnait dans toute la maison, stridente et menaçante. L'infirmière, figée sur le seuil de la porte, laissa tomber son plateau. La porcelaine se brisa sur le sol dans un fracas qui sembla accélérer le temps. « Madame Laurent, je vous en prie, » dit Hector en s'avançant. « Ces personnes ne veulent aucun mal. C'est la fille d'Hélène. » L'infirmière secoua la tête, incrédule. « Impossible. Sa fille a été adoptée à l'étranger. Monsieur Roussel me l'a confirmé des dizaines de fois. Il vous a menti, » intervint Thomas. « Comme il nous a tous menti. » Des bruits de pas précipités se firent entendre dans l'escalier. Le gardien allait arriver d'une seconde à l'autre. « Il faut partir maintenant », insista Marion en prenant la main de sa mère. Mais Hélène semblait paralysée, son regard passant de sa fille à la porte. À l'infirmière, incapable de décider. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. « Fernand, il me retrouvera. Il me retrouve toujours. Pas cette fois, » promit Marion. « Plus jamais. » Thomas s'approcha de la fenêtre et l'ouvrit en grand. « Par ici, il y a une glycine qui descend jusqu'au jardin. C'est notre meilleure chance. »
L'infirmière semblait en plein conflit intérieur. Finalement, elle se tourna vers Hélène. « Est-ce vraiment votre fille ?» Hélène hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, c'est mon enfant. » Quelque chose changea dans le regard de Madame Laurent. Elle se pencha, ramassa un châle sur le fauteuil et le tendit à Hélène. « Prenez ceci, les matinées sont fraîches. » Puis, à Thomas. « Partez, je retiendrai Jean. » Ils n'eurent pas le temps de la remercier. Le gardien appelait déjà depuis le couloir. « Madame Laurent, que se passe-t-il » L'infirmière sortit rapidement. Fermant la porte derrière elle, ils l'entendirent parler d'une voix calme, mentionnant un déclenchement accidentel de l'alarme. Thomas aida Hélène à enjamber le rebord de la fenêtre, la soutenant fermement. La glycine était épaisse et solide, offrant une descente relativement sûre. Marion suivit, puis Hector, dont les vieilles jambes tremblaient sous l'effort. Une fois au sol, ils se faufilèrent dans le jardin. Se cachant derrière les haies, le portail principal était trop risqué. Ils se dirigèrent vers la petite porte par laquelle ils étaient entrés. « Attendez » murmura soudain Hélène, d'un. « Mes médicaments, j'en ai besoin !» Marion échangea un regard inquiet avec Thomas. « On en trouvera d'autres. »« Non, vous ne comprenez pas. Sans eux, je ne sais pas ce qui va arriver. Fernand dit que je deviens instable. » Cette phrase frappa Marion comme un coup physique. « Maman, écoute-moi ces médicaments. Ils te contrôlent. Ils t'empêchent d'être toi-même. » Hélène hésita, son regard vacillant entre peur et espoir. « Fais-moi confiance, » insista Marion. « Pour une fois, fais confiance à ta fille. » Ces mots semblèrent toucher quelque chose de profond en Hélène. Elle hocha lentement la tête et serra plus fort la main de sa fille. Ils atteignirent la petite porte sans encombre et se précipitèrent dans les bois. La montée vers la voiture fut pénible, surtout pour Hélène dont la condition physique avait été affaiblie par des années de sédentarité forcée. Hector, malgré son âge, la soutenait courageusement. « Je suis désolé », répétait-il sans cesse, tellement désolé de n'avoir rien fait avant. Une fois dans la voiture, Thomas prit le volant. Hector étant trop secoué pour conduire, ils s'éloignèrent rapidement, prenant des chemins secondaires pour éviter d'éventuelles poursuites. « Où allons-nous » demanda Hélène, blottie contre Marion sur la banquette arrière. « D'abord, en lieu sûr, » répondit Thomas. « Ensuite, nous déciderons. » Il les conduisit dans un petit village à une vingtaine de kilomètres de Lyon, où il possédait un appartement que son oncle ignorait, un refuge discret, parfait pour reprendre leur souffle et planifier la suite. L'appartement était modeste, mais confortable. Avec une vue sur les collines du Beaujolais, Hélène s'installa dans le salon, visiblement épuisée par les émotions et l'effort physique. « Il faut prévenir grand-mère », dit Marion. « Elle va être folle de joie. » Thomas secoua la tête. « Pas encore. Roussel va probablement surveiller votre maison quand il découvrira la fuite d'Hélène. Il faut être prudent. » Marion savait qu'il avait raison. Mais l'idée de laisser sa grand-mère dans l'ignorance lui serrait le cœur. Pendant qu'Hector préparait du thé dans la cuisine, Thomas prit Marion à part. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » murmura-t-il, l'air grave. « Mon oncle est malade. Cancer en phase terminale. Son médecin lui donne quelques mois tout au plus. » Marion le regarda, abasourdie. « Comment le savez-vous » ? « Je l'ai découvert récemment, en consultant ses dossiers médicaux. Il garde ça secret, même de sa famille. Mais ça explique certaines choses. Son comportement erratique ces derniers temps, sa soudaine obsession pour son testament. Son testament ? Thomas hésita. Il a fait des changements récemment. Je ne connais pas les détails. Mais son notaire semblait perturbé. Cette révélation ouvrait de nouvelles perspectives, troublantes et complexes. Si Roussel était mourant, cela changeait la donne. Qu'adviendrait-il d'Hélène après sa mort ? Était-ce la raison pour laquelle il s'inquiétait tant qu'elle prenne ses médicaments, pour s'assurer qu'elle reste silencieuse et docile jusqu'à la fin ? Ils rejoignirent Hélène et Hector dans le salon. La vieille femme semblait un peu plus reposée. Ses mains ne tremblaient plus autant autour de sa tasse de thé. « Je dois vous demander, » commença doucement Marion, s'asseyant près de sa mère. « Que s'est-il vraiment passé ce jour-là, le jour où vous avez disparu ?» Hélène ferma les yeux, comme pour mieux retrouver des souvenirs enfouis sous des couches de médicaments et de manipulations. « J'avais décidé de rompre définitivement avec Fernand, » dit-elle d'une voix faible mais claire. « J'avais découvert qu'il me mentait depuis le début. Sa femme n'était pas mourante comme il le prétendait. Il n'avait pas l'intention de divorcer. Et puis,
Il y avait ces menaces voilées quand je parlais de te présenter à lui. Elle rouvrit les yeux, regardant directement Marion. Il savait pour toi, bien sûr, mais il insistait pour que tu restes. Notre secret, il disait que sa position serait compromise s'il reconnaissait avoir une liaison. Un enfant illégitime. Était-il mon père? La question que Marion avait retenue toute sa vie, Hélène secoua fermement la tête. Non, ton père était un homme merveilleux, un artiste que j'ai aimé profondément. Il est mort avant ta naissance, dans un accident de voiture. Fernand est entré dans ma vie après. Quand je travaillais sur un de ses projets immobiliers, un poids immense sembla s'envoler des épaules de Marion. Ne pas être lié par le sang à cet homme qui avait détruit leur vie était un soulagement indescriptible. Ce jour-là, reprit Hélène, j'ai rencontré Fernand pour lui rendre son anneau. C'était un cadeau qu'il m'avait fait, une émeraude avec mes initiales gravées à l'intérieur. Je lui ai dit que tout était fini, que je ne serais plus son jouet. Il a semblé calme, trop calme. Il m'a offert un verre pour célébrer notre séparation en bons termes, disait-il. Elle frissonna au souvenir. Je ne me souviens de rien après cela, juste d'un réveil confus dans cette maison à Saint-Cyr. Fernand était là, avec un médecin. Ils m'ont dit que j'avais fait une crise nerveuse, que j'avais menacé de me faire du mal, que j'avais besoin de repos. Puis les jours sont devenus des semaines, les médicaments de plus en plus forts. Sa voix se brisa. Marion lui prit les mains, les serrant fort dans les siennes. Quand j'ai commencé à demander à rentrer chez moi, à te voir, ils m'ont dit que tu avais été placée dans une famille d'accueil à l'étranger, que c'était mieux ainsi. Après un temps, j'ai commencé à les croire. Les médicaments brouillaient tout. Je vivais dans un brouillard perpétuel. Thomas, qui avait écouté en silence, s'avança. Votre témoignage pourrait détruire mon oncle. Séquestration, administration forcée de médicaments, ce sont des crimes graves. Il niera tout, intervint Hector. Il dira qu'elle était malade, qu'il l'a protégée. Il a des médecins à sa solde. Alors nous aurons besoin de preuves, conclut Marion, une détermination nouvelle dans la voix. Des preuves qu'il ne pourra pas nier. Le soleil déclinait lentement sur Lyon, baignant la ville d'une lumière dorée, dans l'appartement de Thomas. L'atmosphère était électrique, tendue par l'urgence et l'incertitude. Roussel doit être furieux à l'heure qu'il est, dit Thomas en tirant les rideaux. Il va remuer ciel et terre pour retrouver Hélène. Marion acquiesça, observant sa mère qui somnolait dans un fauteuil. Les heures passées sans ses médicaments habituels commençaient à avoir un effet visible. Par moments, Hélène semblait plus lucide, plus présente. À d'autres, elle était agitée, confuse. « Il nous faut un plan », insista Marion. « On ne peut pas rester ici indéfiniment. » Thomas sortit son ordinateur portable. « J'ai une idée pour obtenir des preuves. Les dossiers médicaux d'Hélène doivent être quelque part. Ordonnance. Diagnostic. Prescription. Si nous pouvions prouver que les traitements étaient injustifiés. » Le médecin, Moreau, intervint Hector, qui n'avait presque pas parlé depuis leur arrivée. Il conserve des dossiers parallèles. Fernand ne fait pas confiance aux systèmes informatiques pour certaines affaires. Marion et Thomas le regardèrent avec intérêt. « Où sont ces dossiers ?» demanda Thomas. « Dans son cabinet privé, une maison sur les quais de Saône. » Hector hésita. « Je l'y ai conduit des centaines de fois. » Thomas pianota rapidement sur son clavier. « Doer, Philippe Moreau, psychiatre, cabinet au 27, quai Saint-Vincent. »« C'est lui, » confirma Hector. « Bien, c'est notre cible. » Thomas referma son ordinateur. « Mais comment y accéder ? Je doute qu'il nous ouvre gentiment ses archives. » Un silence s'installa, chacun réfléchissant aux options disponibles. Ce fut Hélène qui le rompit, parlant d'une voix étonnamment claire. « Je pourrais y aller ?» Tous se tournèrent vers elle, surpris. « Moreau me connaît. Je pourrais prétendre que je suis, revenu volontairement, que je veux reprendre mon traitement. » « Hors de question », s'opposa immédiatement Marion. « C'est trop dangereux. Il pourrait te garder là-bas, appeler Roussel. Pas si je ne suis pas seule. » Les yeux d'Hélène brillaient d'une détermination nouvelle. « Marion pourrait m'accompagner, se faire passer pour une amie inquiète qui m'a trouvée errant dans la rue. » Thomas commençait à comprendre. « Et pendant que Moreau vous examine, l'un de nous pourrait chercher les dossiers. » « Exactement. » Hélène se redressa dans son fauteuil. « Moreau est vaniteux et arrogant. Il voudra montrer à Marion à quel point je suis instable. Il baissera sa garde. » Marion hésitait.
tiraillée entre l'admiration pour le courage de sa mère et la peur de l'exposer à nouveau au danger. « C'est risqué », dit-elle finalement, « mais ça pourrait fonctionner. » Ils élaborèrent leur plan en détail. Thomas et Hector attendraient dans une voiture près du cabinet. Marion accompagnerait Hélène à l'intérieur, jouant le rôle de la bonne Samaritaine ayant recueilli une femme confuse, pendant que Moreau examinerait Hélène. Thomas s'introduirait dans le bureau pour chercher les dossiers. Il garde ses archives dans une armoire métallique, expliqua Hélène. Derrière son bureau, la clé est dans le tiroir central, sous un double fond. « Comment savez-vous cela ?» s'étonna Thomas. Un sourire triste passa sur le visage d'Hélène. 30 ans de captivité vous apprennent à observer, à mémoriser. C'était ma seule liberté. Le lendemain matin, ils mirent leur plan à exécution. Thomas avait emprunté une voiture anonyme pour éviter d'être repéré. Hélène, vêtue simplement d'une robe prêtée par la voisine de Thomas et d'un cardigan trop grand, semblait fragile mais déterminée. « N'oubliez pas, » dit Thomas en se garant près du cabinet de Moreau. « Au moindre signe de danger, vous sortez immédiatement. La priorité, c'est votre sécurité. » Marion et sa mère descendirent de voiture et se dirigèrent vers l'élégante maison bourgeoise qui abritait le cabinet du psychiatre. Marion avait le cœur serré en sentant le bras de sa mère trembler légèrement contre le sien. « Ça va aller », murmura-t-elle. Hélène hocha la tête. 30 ans à attendre ce moment. Je suis prête. La secrétaire les accueillit avec un regard surpris. Marion expliqua qu'elle avait trouvé cette dame errant près de chez elle, visiblement confuse, qui demandait à voir le déheur, Moreau. « Je l'ai reconnu immédiatement », intervint Hélène, sa voix délibérément vacillante. « Le docteur s'occupe de moi depuis des années. Il saura quoi faire. » La secrétaire, visiblement troublée, les fit attendre dans une petite salle adjacente avant de prévenir le médecin. Quelques minutes plus tard, un homme d'une 60aine d'années, au visage austère encadré de cheveux gris impeccablement coiffés, apparut dans l'embrasure de la porte. « Madame Chevalier. » Son visage trahit une surprise mêlée d'inquiétude. « Comment êtes-vous arrivée ici ?»« Cette jeune femme m'a trouvée, » répondit Hélène, jouant parfaitement son rôle de patiente désorientée. « Je ne me sentais pas bien sans mes médicaments. Je voulais vous voir. » Moreau observa Marion avec suspicion. « Et vous êtes Marion Dubois ?» mentit-elle, tendant une main ferme que le médecin serra brièvement. « J'ai trouvé madame ce matin près de mon immeuble. Elle semblait perdue, alors j'ai proposé de l'aider. » Le psychiatre sembla peser la situation, son regard passant de l'une à l'autre. Finalement, il s'effaça pour les laisser entrer dans son bureau. « Mademoiselle Dubois, pourriez-vous patienter ici pendant que j'examine Madame Chevalier ? Cela ne prendra que quelques minutes. » Marion acquiesça, s'installant dans un fauteuil en cuir pendant que sa mère suivait le médecin dans une pièce adjacente. Dès que la porte se referma, elle envoya un message à Thomas. « C'est bon, il est avec elle. » Dans la pièce voisine, Hélène s'assit face à Moreau, qui la regardait avec un mélange de préoccupation professionnelle et d'irritation à peine dissimulée. « Comment avez-vous quitté Saint-Cyr ?» demanda-t-il sans préambule. « Je suis partie tôt ce matin, personne ne m'a vue. » Hélène se tordit les mains, mimant l'anxiété. « Je ne me sentais pas bien, docteur, sans mes pilules. Tout est confus. » Moreau tira un carnet de prescription de sa poche. « Je vais vous prescrire votre traitement habituel. Mais il faut prévenir Monsieur Roussel immédiatement. Il doit être mort d'inquiétude. » Il se leva pour se diriger vers son téléphone. C'était le signal qu'attendait Hélène. « Docteur, avant d'appeler, » elle prit une voix suppliante. « Pourriez-vous me montrer mon dossier, après toutes ces années ? J'aimerais comprendre exactement ce qui m'est arrivé. » Moreau hésita, surpris par cette demande. « Ce n'est pas le moment, Hélène. Votre état est trop fragile pour... »« S'il vous plaît, » insista-t-elle. « J'ai besoin de voir, pour accepter mon traitement, pour comprendre pourquoi je ne peux pas vivre normalement. » Le médecin soupira, visiblement irrité mais aussi légèrement flatté par cet intérêt pour son travail. Pendant ce temps, Thomas avait rejoint Marion dans la salle d'attente, profitant de l'absence momentanée de la secrétaire partie chercher un dossier. À pas de loup, il se dirigea vers le bureau de Moreau. Pendant que Marion montait la garde dans la pièce d'examen, le psychiatre était maintenant lancé dans une explication détaillée du cas fascinant d'Hélène, tirant effectivement son dossier de l'armoire métallique pour illustrer ses propos. Hélène l'écoutait avec une attention feinte,
guettant par la fenêtre l'ombre de Thomas qui se faufilait dans le bureau principal. « Vous voyez, votre cas présente une forme rare de psychose délirante chronique », expliquait Moreau avec une satisfaction évidente. Ces schémas de pensée obsessionnels concernant votre fille, ces accusations contre M. Roussel, tout cela fait partie de votre pathologie. Et ces diagnostics ? Demanda Hélène en désignant les rapports. Ils ont tous été validés par d'autres médecins. Moreau eut un sourire condescendant. Ma chère, dans votre cas particulier, la discrétion était primordiale. M. Roussel voulait vous éviter l'humiliation d'une hospitalisation publique. Dans le bureau. Thomas photographiait frénétiquement chaque page du dossier parallèle d'Hélène, découvrant avec horreur la manipulation systématique des diagnostics, les prescriptions excessives, les notes manuscrites détaillant le conditionnement de la patiente pour qu'elle accepte sa captivité comme une nécessité médicale, un dossier distinct, marqué HC, aspect financier, révélait des versements mensuels astronomiques à Moreau, bien au-delà d'honoraires médicaux normaux. C'est de la corruption, murmura Thomas pour lui-même, photographiant également ses documents. Soudain, un bruit de porte qui s'ouvre. La secrétaire revenait. Thomas n'eut que le temps de remettre les dossiers en place et de se glisser vers la sortie de secours, au fond du couloir, dans la salle d'examen. Moreau venait de décrocher son téléphone. « Je dois appeler M. Roussel maintenant. » Hélène se leva brusquement. « Non, je ne retournerai pas là-bas. » Le visage du médecin se durcit. « Ce n'est pas à vous de décider, Hélène, votre état mental. Mon état mental est parfaitement sain, » l'interrompit-elle, sa voix soudain ferme et assurée. « Et vous le savez très bien. » Déstabilisé par ce changement d'attitude, Moreau recula légèrement. Au même moment, Marion entra dans la pièce. « Maman, il est temps de partir. Thomas a ce qu'il nous faut. »« Maman, » répéta Moreau, sidéré. « Mais c'est impossible. »« Tout à fait possible, docteur, » répondit Marion. « Et les preuves de votre complicité dans la séquestration de ma mère sont maintenant entre nos mains. » Le visage de Moreau devint livide. « Vous ne comprenez pas ? Roussel est puissant. Il vous détruira. Nous verrons bien qui sera détruit, » rétorqua Hélène en se dirigeant vers la sortie, la tête haute pour la première fois depuis 3 décennies. Le soleil se levait sur Lyon, illuminant la ville d'une lumière nouvelle. Sur une terrasse de la place Bellecour, Marion et Hélène étaient assises côte à côte, leur tasse de café fumant devant elles. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur confrontation avec Moreau. 3 jours durant lesquels elles avaient vécu dans une tension permanente, attendant la réaction de Fernand Roussel. « Tu es sûre que ta grand-mère ne risque rien ?» demanda Hélène pour la 10e fois peut-être. Marion acquiesça. Thomas a engagé une équipe de sécurité pour la surveiller discrètement. Mais je doute que Roussel tente quoi que ce soit contre elle. Ce serait trop flagrant. Les retrouvailles entre Mathilde et sa fille avaient été bouleversantes. La vieille dame s'était évanouie en voyant apparaître ce fantôme vieilli prématurément. Puis s'était accrochée à Hélène, comme si elle craignait qu'elle ne s'évapore à nouveau. « Le notaire nous attend à 10 heures, » dit Thomas en les rejoignant à leur table. Il déposa un dossier devant elle. Tout est là. Les photos des archives de Moreau, les témoignages d'Hector et de Madame Laurent, qui a finalement accepté de parler, et les relevés bancaires prouvant les paiements à Moreau. Marion feuilleta rapidement le dossier, et pour les poursuites judiciaires. L'avocat que j'ai consulté est optimiste. Séquestration, coups et blessures par administration de substances nuisibles, exercice illégal de la médecine pour Roussel. La liste est longue. Hélène semblait perdue dans ses pensées, les yeux fixés sur le Rhône qui coulait paisiblement au loin. « Je ne veux pas de procès, » dit-elle finalement. « Je veux juste retrouver ma vie. » Marion et Thomas échangèrent un regard surpris. « Mais, maman, ce qu'il t'a fait, je sais. » Hélène posa une main sur celle de sa fille. « Mais un procès durerait des années. Des avocats retourneraient chaque moment de ma vie, chaque pensée. Je serai toujours la femme séquestrée. Jamais simplement Hélène. Je ne veux pas perdre encore plus d'années. » Marion comprenait ce raisonnement, même si l'idée que Roussel puisse échapper à la justice la révoltait. « De toute façon, » intervint Thomas, « mon oncle est mourant, quelques mois tout au plus, selon son médecin. »« Il le sait ?» demanda Hélène, une lueur indéchiffrable dans le regard. « Oui, et il semble vouloir mettre de l'ordre dans ses affaires. » À 10 heures précises, ils poussèrent la porte du cabinet de maître Legris, notaire de la famille Roussel depuis des générations. C'était un homme corpulent aux petites lunettes rondes, dont le visage exprimait une perpétuelle préoccupation.
Monsieur Roussel vous attend, annonça-t-il après les avoir fait patienter dans une antichambre aux boiseries sombres. Marion sentit son cœur s'accélérer. Depuis la libération d'Hélène, ils avaient soigneusement évité toute confrontation directe avec Roussel, communiquant uniquement par l'intermédiaire d'avocats. Cette rencontre, proposée par Roussel lui-même, représentait un tournant, peut-être un piège. Thomas serra brièvement l'épaule de Marion. « Nous sommes ensemble, n'oubliez pas. » Ils entrèrent dans un bureau spacieux où Fernand Roussel les attendait. Assis derrière une massive table en chêne, la maladie avait fait son œuvre. Son visage était creusé, sa peau jaunâtre, et malgré son costume impeccable, on devinait un corps amaigri. « Hélène », dit-il simplement en la voyant entrer. Pas un muscle ne bougea sur le visage d'Hélène. « Fernand », Roussel désigna les sièges qui leur faisaient face. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Un silence lourd s'installa, ponctué uniquement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Roussel observait Hélène avec une intensité troublante, comme s'il cherchait à mémoriser chacun de ses traits. « Je suis content que tu aies retrouvé ta fille, » dit-il finalement. « C'est bien, c'est... juste ?» Marion ne put se contenir. « Juste, après l'avoir séquestrée pendant 30 ans, après m'avoir privée de ma mère. » Roussel tourna son regard vers elle, et Marion fut frappée par le vide qu'elle y lisait. « Je comprends votre colère, mademoiselle Chevalier. Je ne cherche pas à me justifier. » Il ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe scellée qu'il posa devant lui. « Je suis mourant, cancer du pancréas, terminal, quelques semaines, peut-être moins. » Personne ne répondit. Que dire face à une telle annonce ? « J'ai fait rédiger ceci. » Il tapota l'enveloppe. « Une confession complète. Tout y est détaillé. Comment j'ai fait disparaître Hélène, comment j'ai falsifié des documents, corrompu des médecins, manipulé des témoins, un récit complet de mes crimes. » Il prononça ce dernier mot avec une sorte de détachement clinique. « Pourquoi maintenant ?» demanda Hélène, brisant enfin son silence. Roussel eut un sourire triste. « Parce que je vais mourir, parce que, aussi égoïste que cela puisse paraître, je ne veux pas partir avec ce poids, et parce que tu mérites la vérité, vous la méritez tous. » Il se tourna vers Maître Legris, qui s'était tenu en retrait. « Montrez-leur le testament. » Le notaire s'avança, déroulant un document officiel devant eux. « Monsieur Roussel a modifié son testament la semaine dernière, » expliqua-t-il. « Il lègue la totalité de sa fortune à une fondation qui sera créée à son décès. Cette fondation sera dirigée par un conseil d'administration dont Madame Hélène Chevalier sera présidente. » Marion n'en croyait pas ses oreilles. « Une fondation pour les femmes victimes de violences, » précisa Roussel, « et pour les enfants séparés de leur mère. » Il se tourna vers Hélène. « Tu feras mieux que moi avec cet argent ?»« Beaucoup mieux. » Hélène resta impassible. « Tu crois que cela répare quoi que ce soit ?»« Non, rien ne peut réparer ce que j'ai fait. » Roussel toussa violemment, portant un mouchoir à ses lèvres. Quand il le retira, Marion aperçut des traces de sang. « Mais cela peut peut-être construire quelque chose de bien sur les ruines de notre histoire. » Il sortit un dernier objet du tiroir. L'anneau d'émeraude, celui qu'Hélène avait porté, qu'il avait récupéré le jour de sa disparition. « Il t'appartient. Il a toujours été à toi. » Hélène ne fit aucun geste pour le prendre. « Je n'en veux pas. » Roussel acquiesça lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il se tourna vers Marion. « Alors, peut-être voudrez-vous le garder, comme témoignage, comme rappel ?» Marion hésita, puis tendit la main. L'anneau était lourd. L'émeraude d'un vert profond captait la lumière, révélant des nuances cachées. « Je vous lègue également ma résidence principale, » poursuivit Roussel. « Pas l'argent, juste la propriété. Faites-en ce que vous voulez. Détruisez-la, transformez-la, peu importe. » Thomas observait son oncle avec un mélange de pitié et de dégoût. Pourquoi ce revirement ? La culpabilité d'un mourant. Roussel secoua lentement la tête. La culpabilité, oui, mais pas seulement celle d'un mourant. Celle d'un homme qui a gâché sa vie, et celle des autres par obsession, par peur de perdre, par incapacité à accepter qu'on puisse ne pas l'aimer. Il se tourna vers Hélène. « Je t'ai aimée, à ma façon déformée, malade, mais je t'ai aimée. Ce n'était pas de l'amour, » répondit-elle fermement. C'était de la possession. De l'obsession, l'amour libère, il n'emprisonne pas. Ces mots semblèrent frapper Roussel en plein cœur. Il baissa les yeux, vaincu. « Tu as raison, bien sûr, tu as toujours eu raison. » Un mois plus tard, Fernand Roussel s'éteignait dans sa chambre d'hôpital.
Conformément à ses dernières volontés, ses funérailles furent discrètes, presque anonymes. Ni Hélène, ni Marion n'y assistèrent. La confession qu'il avait laissée fut remise aux autorités, mais aucune poursuite ne fut engagée. La mort ayant éteint l'action publique, la Fondation Chevalier vit officiellement le jour 6 mois plus tard. Lors d'une cérémonie sobre dans les jardins de l'ancienne résidence Roussel, désormais transformée en centre d'accueil pour femmes et enfants en détresse. Ce jour-là, sous un soleil printanier, Marion observait sa mère qui, debout sur les marches de ce qui avait été la demeure de son geôlier, coupait symboliquement un ruban. Hélène avait repris des forces. Son visage s'était adouci, perdant cette dureté que les années de captivité lui avaient donnée. À côté de Marion, Thomas lui prit discrètement la main. Leur relation, née dans des circonstances si particulières, s'était approfondie au fil des mois, devenant un pilier sur lequel tous deux s'appuyaient. « Tu sais ce qui est le plus étrange » murmura-t-il. « D'une certaine façon, mon oncle a finalement fait quelque chose de bien. » Marion serra l'anneau d'émeraude qu'elle portait désormais à son cou, transformé en pendentif, non pas comme symbole de pouvoir, mais comme rappel que la vérité finit toujours par émerger. « Ce n'est pas lui qui a fait quelque chose de bien, » répondit-elle. « C'est nous, c'est ma mère. Nous avons transformé sa haine en quelque chose de beau. » Après la cérémonie, mère et fille marchèrent ensemble dans le parc public voisin. 2 silhouettes parmi tant d'autres sous les tilleuls en fleurs. Pour les passants, elle n'était qu'une femme mûre et sa fille adulte profitant d'une belle journée. Personne ne pouvait deviner l'histoire extraordinaire qui les liait, ni les épreuves qu'elles avaient traversées pour se retrouver. Enfin, libres de marcher ensemble sous le même ciel,